à faire. Il ne s'agit pas, quand on parle de décriminalisation, de dire que les drogues vont être légalisées. Ça sera un autre pas encore vers l'avant qu'il faudrait faire. La décriminalisation, ça vise plutôt à dire on va suspendre l'application des lois qui criminalisent les drogues sur un territoire donné. Vous avez probablement entendu parler de la Colombie-Britannique ou d'autres endroits dans le monde où on a suspendu justement cette application-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça voudrait dire que la loi réglementant certaines drogues et autres substances ne serait pas appliquée, par exemple, sur le territoire de Montréal. Une personne qui se trouve en possession d'une quantité de drogue pour sa consommation personnelle pourrait pas être arrêtée. Donc, la loi continue d'exister, elle même continue d'être appliquée dans certains autres territoires, par exemple dans d'autres municipalités du Québec, mais elle n'est pas appliquée et les policiers ne peuvent pas l'appliquer sur le territoire de la ville de Montréal. Maintenant, comment est-ce qu'on atteint ça? Ben, je pense que c'est important de revenir à la base et de dire, il est où ce pouvoir de légiférer sur la drogue? Ben, ce pouvoir-là, il appartient au gouvernement fédéral. Parce que notre Constitution, elle a un partage des compétences et ça n'appartient donc pas aux provinces. Donc, il faut s'adresser au gouvernement fédéral. Mais est-ce que ça veut dire que la municipalité ou la ville de Montréal n'a pas de levier sur lequel tirer pour atteindre cet objectif-là? Ben non. Parce que la loi qui régit les drogues, la loi réglementant certaines drogues et autres substances, en fait, prévoit un mécanisme où on peut demander une exemption pour un territoire. C'est d'ailleurs le mécanisme qui est très semblable, qui est appliqué dans les centres de consommation supervisés, où les centres ont fait une demande au ministre, qui est le ministre de la Santé, qui est Mark Holden en ce moment, et qui peuvent finalement, qui vont octroyer une exemption, donc, à l'application de cette loi-là. C'est la même mécanique, ou une mécanique très semblable pour la question de la ville de Montréal, donc, et d'ailleurs, il y a Toronto qui a déjà présenté cette demande-là. On a vu que Vancouver aussi l'a présenté, puis la province de la Colombie-Britannique a emboîté le pas. Mais donc ça, Montréal a le pouvoir de présenter cette demande-là. Elle n'a pas le pouvoir de prendre la décision, mais elle a très bien le pouvoir d'envoyer, de constituer un dossier et d'envoyer ça au ministre en lui demandant « Exemple-nous de l'application de cette loi-là sur le territoire de notre municipalité. » Donc, le ministre, lui, quant à lui, il doit baser sa décision d'accorder ou non cette exemption-là sur des questions d'intérêt public. Et là, Émilie et Evan nous ont dit tout à l'heure, ben, c'est démontré que les lieux où on a décriminalisé déjà dans le monde, ben, il y a moins de surdoses, il y a moins d'infections au VIH, il y a moins d'infections au VHC, donc on a des démonstrations claires que l'intérêt public est nettement avantagé par une décriminalisation des drogues. Et je pense que les chiffres qui sont toujours des chiffres qui sont très tristes, qui sortent à chaque mois sur le nombre de surdoses, démontrent bien que c'est dans l'intérêt public de la Ville de Montréal que d'obtenir cette exemption-là. Et je vois pas pourquoi le ministre pourrait s'opposer à ça sur le point de l'intérêt public. On a aussi vu, on a soulevé d'autres arguments, Émilie et Eva ont soulevé d'autres arguments sur qui sont peut-être des arguments qui résonnent moins chez nous, mais qui résonnent plus avec d'autres groupes, mais des arguments économiques aussi, où on va sauver des fonds publics qu'on va pouvoir réinvestir, par exemple, pour donner plus de ressources aux organismes en réduction des méfaits, comme Spec de rue, par exemple. Donc, ça, c'est les aspects un peu plus techniques sur comment est-ce qu'on atteint finalement cet objectif-là de décriminaliser les drogues à Montréal. Et je pense que c'est important aussi d'en parler et de le mettre de manière très claire parce que Montréal joue un peu au jeu du chat et la souris. Il donne pas toujours des informations qui sont exactes là-dessus. Dans notre implication au comité pour la décrime des drogues, on a entendu plein de choses. On a entendu entre autres que Québec, par exemple, c'était le pouvoir de Québec que de déposer cette demande d'exemption-là. Ce qui est faux et ce qui est bien pour nous parce qu'on sait que le gouvernement du Québec n'est pas très ouvert à cette idée-là. Donc, on a probablement plus de points politiques à gagner avec la municipalité de Montréal. On a aussi entendu des trucs comme la demande avait été déjà déposée. Donc, il faut aussi faire attention aux stratégies de communication, je pense, de la Ville de Montréal dans ce dossier-là et revenir à l'essentiel qui est c'est le ministre fédéral de la Santé qui a ce pouvoir-là et la municipalité peut, selon la loi, déposer ce type de demande-là. Donc, ça conclut, grosso modo, pour nous aujourd'hui. J'aimerais juste faire une petite info pub pour un événement qui va y avoir mercredi prochain à la bibliothèque Atwater à compter de 18h.
Donc, on a invité des panélistes, différents panélistes à venir nous parler, à venir nous expliquer un peu, nous parler un peu plus sur la décriminalisation des drogues. Donc, on aura Chantal Montmorency de l'AQPSUD, l'Association québécoise pour la santé des personnes utilisatrices de drogue. On va avoir aussi la Dr Marie-Ève Goyer et Lynn Black de Indigenous Support Worker Project, qui vont tous être là, animés par Mei Chu, avocate chez Ouellette Nadon, mais aussi impliquée dans le Chinatown. Donc, ils vont venir nous parler un peu plus de la décrime des drogues, quels impacts ça pourrait avoir, quels impacts aussi dans les organismes, sur le terrain ça peut avoir. Donc, vous êtes tous invités 18h mercredi prochain à la bibliothèque Atwater. Voilà, Émilie, Eva, vous voulez dire un petit mot de la fin? On n'avait pas de période de questions finalement à cause oui, du absolument, technique. absolument. Oui. Ben, s'il nous reste quelques minutes, je pense qu'on pourrait avoir des questions. Qui veut se risquer? On a quelqu'un là-bas. Où là-bas? Oui, vous avec la main levée. Oui. Oui. Yeah. Yeah. Donc, la question est, si je la rephrase pour être sûr que tout le monde entend, c'est quoi le plus gros enjeu pour la Ville de Montréal à présenter cette demande-là ou à ne pas la présenter? C'est une excellente question à laquelle j'ai peu de réponses parce que, en fait, quand on regarde les groupes qui sont sur le terrain, on nous dit c'est ce qu'on doit faire. Quand on regarde d'autres exemples au Canada, ben c'est des exemples qui ont été mis en place. Ces demandes ont été non seulement déposées, mais le ministre a donné l'autorisation. Donc, c'est vraiment dur et je pense que la seule raison, et c'est une hypothèse honnêtement, mais je pense que la seule raison pour la Ville de Montréal, elle est politique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'engager sur ce terrain-là. C'est probablement pas tellement payant pour leurs électeurs et leurs électrices. Tout à l'heure, Ted nous disait c'est un parti qui crée des voies cyclables. On est tous contents. Il y en a plusieurs d'entre nous qui se déplacent en vélo, mais c'est pas nécessairement non plus ça qui va venir aider des populations plus vulnérables. Donc, je pense que la raison, elle est politique et puisque la raison est politique, c'est important de continuer à mettre de la pression sur nos élus, sur les représentants et à pas lâcher le morceau et à les forcer à se commettre finalement, à tenir un vote au conseil de ville et à être honnête avec les Montréalais et les Montréalaises puis à nous dire si vous voulez pas la présenter, ben soyez honnête, arrêtez d'aller dans les médias pour nous dire que vous êtes d'accord avec cette solution-là sans jamais passer à l'action, sans jamais la mettre en place. Il faut, je pense, continuer à pousser sur la Ville de Montréal, à pousser sur l'administration du projet Montréal, l'administration Plante, pour faire en sorte que ils donnent leur juste à la population de Montréal puis aux personnes qui utilisent des drogues. Vous voulez ajouter? Juste, ouais, ben un peu. Tu sais, il y a vraiment comme une game politique de vouloir satisfaire tout le monde. Tu sais, fait que de prendre cette décision-là puis de le faire, en fait, ça serait comme donner raison à une catégorie de personnes qui ont des demandes, mais le faire comme dans le dos des autres qui sont peut-être plus la base de personnes qui ont voté pour eux, tu sais. Fait qu'il y a probablement comme toute cette dynamique-là que moi je perçois dans cette décision-là, en fait. Yeah. On a peut-être le temps pour une dernière question, si quelqu'un aimerait, ou un commentaire aussi, ça n'a pas besoin d'être une question. Un petit micro, quelqu'un? Non? Oui, au fond. Can I also ask any music? Absolutely. Okay, cool. I just had a question because I'm pretty new to Montreal, but I've worked in intervention in both places. And I come from Vancouver, and there's like a program starting where people can have access to safe supply. So they basically work with a doctor and get the drugs that they need. Does that exist in Montreal anywhere? Like, where is Montreal in that development? Officiellement, non. Officieusement, oui, il y a certains docteurs qui vont comme être prêts à parler de safe supply puis de comme les docteurs qui pourraient être prêts à prescrire des alternatives en fait à la consommation de la drogue de rue. Ça commence un peu à se voir, mais c'est vraiment comme à la discrétion des docteurs. Ça se parle pas vraiment. Il y a pas de comme lui il veut faire de safe supply. Tu sais, ça commence, mais il y a rien de comme.
Il y en a, il n'est pas optimal dans le sens qu'il n'y a pas un très grand choix de substances. Donc, tu sais, ça va être déjà pour les opioïdes. Tu sais, là où ça se fait beaucoup plus officieusement, ça va être avec les stimulants. Il y en a des docteurs qui le font. Là, on n'appelle pas ça du safe supply parce que c'est pas un truc officiel. Mais ça existe. Au niveau des opioïdes, l'enjeu, c'est que ça va être des dilos, par exemple, alors que les gens sur le fentanyl, qui est vraiment beaucoup plus fort, des dilos, ça le fait pas. Fait que, ça correspond pas nécessairement à ce besoin-là. Des revendications du milieu, c'est, oui, de continuer ces programmes-là, parce que pour des gens, ça va aider, pour des gens, c'est de ça qu'ils ont besoin, mais d'ajouter d'autres substances, c'est que les gens aient le choix d'avoir accès à leur substance de choix, qui est safe, ou safer, du moins, pour éviter d'avoir à se tourner vers le marché noir pour acheter des substances qui vont être contaminées. Donc, oui, mais c'est pas optimal. Puis, bien évidemment, c'est des médecins qui sont débordés, c'est des cliniques où c'est super long à avoir des rendez-vous. Là, c'est pas genre tu te présentes pas puis tu pars avec ta prescription comme ce qu'on aimerait. Mais voilà. Et c'est ça, on disait, je pense aussi au cours de la présentation que la décrime, c'est pas une solution qui va régler tous les enjeux qui ont été abordés, entre autres par Eva puis Émilie, mais on pense que c'est le premier pas. Puis après, une fois que ce pas-là il est fait, on peut continuer à penser aux prochaines étapes. Puis si cette prochaine étape-là, on a été un peu écourté dans notre présentation à cause des délais de micro, mais on pense aussi que le safe supply, c'est peut-être, une fois qu'on aura atteint la décrime des drogues, c'est probablement la prochaine chose auquel il faut se mettre à réfléchir, puis à profiter d'un éventuel momentum où on obtient une décrime pour commencer justement à réfléchir puis à sensibiliser sur les impacts positifs qu'un safe supply peut avoir. Yeah. You characterized drug use as a victimless crime, un crime sans victime. Et c'est peut-être vrai que la consommation lui-même, c'est plus ou moins victimless à part de la personne qui consomme. Mais les gens qui sont dépendants, ils font des vols pour avoir l'argent nécessaire pour payer pour leur supply. Il y a la prostitution, le drug debt, etc. Alors ça, c'est des crimes très liés à cette situation-là. Il semble à moi que ça serait mieux de légaliser pour que les gens ne sont pas obligés de se prostituer pour payer leur dette, qu'il y a moins de vols, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je pense que là, il est vraiment question de délit de subsistance, un peu. Donc, des gens qui se tournent vers un type ou certains types de criminalité pour survivre ou subvenir à leurs besoins. Quand je parlais tantôt des méfaits causés par les politiques, on tombe un peu là-dedans. Avec le travail du sexe, c'est particulièrement flagrant, on dirait, parce qu'il y a aussi la criminalisation du travail du sexe, des clients et tout, qui est particulièrement dangereux pour les personnes qui le pratiquent. Après, effectivement, je crois que, en décriminalisant, déjà, si on réduit l'impact de la stigmatisation, de la judiciarisation, de la criminalisation, j'ai l'impression qu'on va aller couper un peu dans ces délits-là de subsistance, parce que peut-être que ça va être plus facile après se réinsérer, comme si on veut. Mais il faut aussi s'attaquer à d'autres enjeux, parce que si les gens ont les moyens de subvenir à leurs besoins, consommation ou pas, ils vont être moins forcés à se tourner vers d'autres délits, d'autres actes criminalisés. Si vous voulez rajouter là-dessus. Ça fait ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on vient au bout de notre temps. Moi, je vais rester à l'avant si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. J'ai aussi les informations pour l'événement dont je vous parlais. Si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous donne un petit flyer qui va avoir le lieu, l'heure et les personnes qu'on a invitées à parler à cet événement-là. Puis évidemment, vous êtes tous et toutes très bienvenus. Merci beaucoup.